Parce que l'idée, en fait, c'est donc de faire lire l'épilogue, Oui. les remerciements, Oui. donc la promesse de Samuel, et que je fasse un petit entretien de 10 minutes, vous posez quelques questions, je peux vous les montrer avant. Oui, d'accord. Et puis, Ouais. voilà. Allez, je suis prêt. C'est prêt. Il y avait une petite coquille dans le texte que je vais profiter pour corriger. C'est un matin de septembre 1984. D'accord. Voilà, j'en profite, comme ça je le fais. Ok. Vous me dites quand on y va. C'est quand vous voulez. Voilà, mon amour. Cet homme accoudé au comptoir du Café des Tourneurs et qui te sourit dans son élégance, c'est mon père. Sous cette terre de France reposent ses copains. Chaque fois qu'ici ou là j'entends quelqu'un exprimer ses idées au milieu d'un monde libre, je pense à eux. Alors, je me souviens que le mot étranger est une des plus belles promesses du monde. Une promesse en couleur, belle comme la liberté. Quand j'ai écrit Les Enfants de la Liberté, il y avait 3 choses qui étaient extrêmement importantes pour moi, à respecter. La première des choses, c'était de savoir s'effacer totalement derrière leur histoire, de ne pas apparaître. Parce que quand on écrit l'histoire de gens magnifiques, il ne faut pas prendre le risque de se faire passer soi-même pour quelqu'un de magnifique. La deuxième contrainte, qui était très importante, mais qui n'a pas un rapport direct avec votre question, c'était de ne jamais faire de ce livre un livre dont le titre caché aurait été « Mon père, ce héros ». Parce que son humilité à lui m'interdisait de le faire, et puis parce que cette histoire, c'est l'histoire de tous ces adolescents-là. Mais la troisième raison, qui est celle pour laquelle j'ai voulu rencontrer Emmanuel, c'est que la chose la plus importante, quand on raconte l'histoire des enfants de la liberté, c'est de raconter qui étaient ces enfants de la liberté. C'est de faire comprendre les valeurs qu'ils portaient et qu'ils portaient en eux de façon absolument naturelle. De savoir raconter leur goût de l'universalité, leur amour de la différence, leur amour de la tolérance, leur capacité au milieu de ce monde qui a sombré dans la haine, de reconnaître ceux qui, comme eux, sont restés gardiens d'une parcelle d'humanité. Il y avait, chez ces adolescents-là, une beauté, une humilité, un appétit de la vie, alors qu'au fond du désespoir, qui font que leur vraie résistance à eux, jamais, jamais, jamais ne s'est limitée au fait de faire sauter des ponts, des grues ou de balancer des grenades. C'était pas ça leur résistance. Leur résistance, c'est d'avoir été capable, sans éducation, et quand je dis sans éducation, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas éduqués, mais je veux dire sans éducation particulière, d'avoir été capable de résister à l'intolérance, à la haine, au désarroi, à l'abandon, à la peur, à la faim. Et je crois, au-delà de tout ça, d'avoir résisté par poids du désespoir à l'envie d'abandonner. Et je crois que c'est une leçon magnifique. Et donc j'ai voulu parler à Emmanuel pour lui dire, même dans les moments les plus dramatiques du récit, ne perdez jamais l'étincelle d'espoir et de vie qui les a animés. Cette étincelle d'humour qui est le parfait miroir de l'humilité qui les a tous habités. Ils ne connaissent pas les paroles, mais fredonnent avec nous. Maintenant, ils sont 100 à chanter. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpèrent roulèrent dans leur ramin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Tu vois, Étienne avait raison. Nous ne sommes pas seuls, mais tous ensemble ici. Super. Ça donne la chair de poule. Hein. Excellent. Bravo. Non, c'est très émouvant. Oui. Hein? Vraiment. Hein? Bravo. Merci. Je suis très impatient de l'entendre. En vrai. Ah, ce sera pour bientôt.